Donc, on commence par inviter le professeur Mohamed Habib Idrissa pour nous parler des innovations en simulation médicale. Et la parole est à vous. Merci, merci Sissami, merci mes collègues. Je remercie le comité d'organisation de la STME pour m'accorder cette opportunité de vous présenter, de vous parler aujourd'hui des innovations en simulation aujourd'hui, en 2018. Vraiment sincèrement, pour présenter ces conférences, je me suis dit, si je commence peut-être classiquement par une introduction, par vous parler un peu de la simulation, comment commencer, mais je pense que c'est pas très intéressant parce que les urgentistes en Tunisie, ils sont branchés à la simulation depuis X temps, depuis pas mal d'années, et on a fait quand même des progrès ensemble. Et ça devient une habitude, soit dans notre congrès, soit dans nos facultés, dans nos services. Je pense que la majorité des équipes ont une idée sur la simulation. Est-ce que c'est intéressant de vous rappeler que ça a commencé depuis très 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 longtemps? Je vais balayer. Donc depuis 1759, vous savez, ce premier mannequin en toile pour faire apprendre aux femmes paysannes comment accoucher avec le minimum de risques, en allant aux mannequins de cire retrouvés en Italie qui reproduisent l'anatomie parfaitement, l'anatomie humaine, en accélérant sur l'historique jusqu'à aller aux mannequins de troisième génération de haute fidélité, développés soit par la médecine militaire ou civile, les mannequins d'accouchement qui reproduisent vraiment avec une très haute fidélité les situations cliniques et les pathologies, et jusqu'à l'autre planète, le Japon, avec ce mannequin qui est uniquement dédié pour les dentistes. Et vous voyez cette dame, il n'y a pas de grosse différence avec l'être humain, et vous voyez le degré de robotisme, de machinerie dans la tête du mannequin. Et le monsieur là qui passe, il ne distingue pas si c'est vraiment une vraie femme ou non. Voilà. La conférence peut-être est finie, Monsieur le Président? Non, c'est pas fini parce que en 2018, il y a pas mal de choses. Il y a pas mal de progrès technologiques et beaucoup de créativité en simulation. Il y a beaucoup de choses encore à faire sur les concepts, les stratégies, l'informatique aussi. Il est plein dedans, dans l'innovation de la simulation. Et pourquoi pas la science-fiction aussi, hein. Ça commence à rentrer, ça commence on essaie de la réaliser. Je vais commencer par le premier exemple qui est le simulateur endovasculaire, des angioplasties, des angiographies. Ça c'est classique. Ça c'est pas nouveau ça. Ça c'est depuis quelques années quand même, développé par Mentis. Les cardiologues, les angioplasticiens ils l'utilisent. L'innovation ou la nouveauté, c'était le déclenchement l'année dernière de ce mannequin de haute fidélité qui comporte en lui-même le simulateur d'angioplastie, c'est le Simman vasculaire. Il a été développé par l'industrie et par la coopération de deux grandes industries en matière de simulation, Laerdal et Mentis, pour inclure ce simulateur endovasculaire dans un mannequin haute fidélité et contextualiser tout l'apprentissage de l'acte d'angioplastie, tout ce qui se passe dans l'environnement de la salle de cathé, et pour avoir plus de réalisme. Je vais vous montrer une petite vidéo, si on peut la déclencher. Voilà, c'est le Simman vasculaire.
Il y a le son que peut-être on ne l'entend pas. Mais vous voyez toute une scénarisation. Hein. Ça commence au départ, tout est simulé. Et tout ce que vous voyez comme matériel, ce n'est pas fictif, c'est dans le mannequin, le siman vasculaire. Et les scénarios d'angioplastie, ils sont déjà apparaissent sur des images de scopie. Voilà, donc ce matériel est validé. Ça a montré qu'il part du niveau de novice au niveau d'expert, en passant, cette fois-ci, non seulement par les compétences techniques, mais aussi par les compétences non techniques, grâce à cette contextualisation, grâce à cette intégration dans le mannequin à haute fidélité. Un autre simulateur qui n'est pas loin de ça, mais en restant sur le même concept et la même idée, c'est l'échographie. Alors les simulateurs échographiques, ça existait aussi. Ce n'est pas une nouveauté. Hein. Ça fait quelques années quand même que ça apparaît sur le marché des simulateurs échographiques. Il y a même plusieurs marques et plusieurs industries. Alors ce qui est nouveau, c'est depuis la fin de 2016-2017 qu'on va introduire ce simulateur dans les mannequins à haute fidélité. Vous allez me dire comment. Alors comment à chaque fois que l'apprenant met la sonde sur le corps du mannequin, ça apparaît, la sonde elle reconnaît que c'est le thorax et que ça va donner une image de coupe de l'échographie pulmonaire. Alors ils ont trouvé la solution, c'est ça. C'est une peau de mannequin qui comporte des puces électroniques, on l'appelle des tags par radiofréquence, et ils vont reconnaître le type de la sonde, ils vont reconnaître le scénario à travers ça, et ça sera synchronisé, les deux, avec le scénario du mannequin, avec les paramètres vitaux, avec le scénario qu'on a programmé déjà à l'avance. Il y a plusieurs tags sur la peau de mannequin, et on peut faire tout ce qu'on veut, avec un degré de réalisme très très performant et une adhérence optimale des apprenants au scénario et à la simulation de haute fidélité. Donc, c'est ça le concept et l'innovation. Je vais vous montrer quand même un exemple. Et vous voyez encore deux industries de simulation qui ont coopéré pour que les apprenants puissent avoir cette technologie. Et même obstétricale, on peut voir des scénarios de femmes enceintes. Voilà. Et l'idée, c'est de coupler ça à la simulation pour avoir plus de réalisme. Ces méthodes sont rapidement validées par des études qui ont montré une supériorité par rapport à ce qu'on faisait les années précédentes. Et il y avait deux belles études qui ont renforcé cette hypothèse. Maintenant, une autre discipline et un autre domaine qui restait, bon, pas très loin de la simulation, mais elle n'a pas été touchée pendant longtemps par la simulation moderne. Il n'y a pas eu d'innovation, on est resté classique sur les images anatomiques qu'on met à la main, qu'on suit le professeur qui vient à l'amphi nous dessiner des images qu'on a du mal à les reproduire à la maison pendant les examens. On aille au laboratoire d'anatomie pour manipuler soit des cadavres, soit des os, soit des mannequins en plastique. Ça reste sur la basse fidélité, mais ça commence à changer en 2018. Comment ? C'est les tables d'anatomage. C'est là un exemple, c'est la table Sectra. C'est une table tactile qui comporte une data très développée d'images anatomiques. Et comme vous voyez ici, elle va reproduire des images parfaites qu'on peut les manipuler avec, comme vous voyez, un menu très riche en options. Et avec cette table tactile, on peut faire pas mal de choses. Au cours des séances de TP, vous voyez comment l'enseignant
Il montre avec un confort extrême tous les vues possibles et toutes les coupes possibles, tous les organes qui sont déjà enregistrés. Même en cours magistral, on peut projeter ça pour un nombre important d'étudiants et leur enseigner de façon vraiment très interactive et qui fixe beaucoup mieux la mémoire et les idées. Je vais vous donner cet extrait de vidéo aussi, qui va parler mieux de cette nouvelle technologie, de cette table Sectra. Regardez qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut simuler en anatomie. C'est vraiment hallucinant, appareil par appareil, en 3 dimensions, images en rayon X, plus réaliste, homme, femme, peu n'importe. Voilà. Donc, vraiment, ça va permettre une révolution de l'anatomie, de l'enseignement de l'anatomie. Ça va nous faire gagner du temps, ça va nous faire gagner de l'espace, ça va nous faire éviter de rechercher des laboratoires équipés de cadavres et de mannequins et d'os et tout ça. Et ça va être moins coûteux, sauf que la table en elle-même, elle coûte très cher maintenant. Elle est à l'ordre de 500 000 dinars orthodoxes. Donc, voilà. C'est un investissement à long terme. La simulation coûte cher. Que dire des innovations. Voilà. Donc, c'est pas fini avec l'anatomie. On a lancé cette table anatomique, mais on se branche et on se prépare à une autre approche de simulation, un autre outil qu'on va utiliser prochainement dans les centres de simulation, c'est l'holographie. Et notamment l'holographie en 3D. C'est quoi l'holographie? C'est de projeter ces images devant nous en 3 dimensions, mais ces images n'existent pas physiquement réellement, c'est des données enregistrées par les informaticiens et on les projette et on peut les voir, on peut les manipuler entre nos mains avec à l'aide des lunettes 3D, comme vous voyez là, toute la squelette. Il peut la faire tourner, il peut regarder en détail. C'est l'ère prochain, c'est celui de l'holographie 3 dimensions. Regardez ici la vascularisation thoracique, comment on peut la regarder. J'ai une vidéo quand même très intéressante à vous faire montrer. Regardez. Regardez l'enseignement de l'anatomie, comment ça va être dans les centres de simulation futurs. Regardez qu'est-ce qu'on peut faire, comment on va sortir l'organe, le poumon. On va voir le cours écrit en interactif. Vous vous rappelez des crânes, hein? On n'a plus besoin. Hein? On va laisser les morts en paix prochainement. Et alors là, la table Sectra, mais en holographie. Regardez, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Le rachis, avec les racines nerveuses. On peut ramener à la maison, ça, et préparer notre examen. Ce n'est pas encore commercialisé, mais vous pouvez imaginer le prix. L'holographie 3D, ce sera la simulation d'avenir. Alors l'anatomie, elle a pris sa part dans la simulation, dans l'innovation en simulation. Maintenant, c'est l'anatomie, c'est la discipline la plus proche de la chirurgie et elle sert beaucoup pour les chirurgiens. Et on sait que les simulateurs de laparoscopie
ils existaient déjà, ce n'est pas une innovation maintenant. Ils sont commercialisés, ils sont moins chers qu'avant et beaucoup de centres sont dotés du LabSim qu'on possède dans notre centre de la faculté de médecine de Monastir. Et on a commencé à faire des séances de formation avec soit le LabSim, on a aussi les box trainers, c'est équivalent en simulation basse fidélité mais en cilioscopie. Et l'idée c'est prochainement avec le nouveau décanat, c'est de faire des certifications en chirurgie cilioscopique, un laparoscopic surgeon skill qui dure 2 jours de formation, qui soit certifié par la faculté et sera destiné à tous les résidents des spécialités chirurgicales de première année, deuxième année, avant de passer au vrai cilioscope et avant de passer le temps d'arriver à la troisième, quatrième année. Comme ça, ils sont prêts sur les skills et les techniques cilioscopiques et on aura moins de dégâts et une accélération de la courbe d'apprentissage. Voilà. Alors, on a dit que ça, c'est pas très nouveau. Ce qui est nouveau et ce que j'ai découvert récemment, le SimLife. Est-ce que quelqu'un a entendu parler du SimLife? Alors, le SimLife, pour les chirurgiens, ça offre plus de réalisme. Et l'idée, c'était quoi? C'était de reperfuser des cadavres, de reventiler des cadavres. C'est extraordinaire. Et vraiment, ça donne presque un être humain en vie, qu'ils mettent sur la table de chirurgie. Ils peuvent l'opérer, que ce soit une opération ouverte ou cilioscopique. Alors ça, c'est le modèle qu'ils ont représenté à l'université de Poitiers et ils ont réussi à le brancher à un serveur pneumatique et à une circulation extracorporelle pour offrir une pulsation et une respiration du cadavre bien entretenu. Qu'est-ce que ça va donner dans ce centre? Ce n'est pas un centre de simulation, mais c'est un laboratoire. Hein. C'est un laboratoire d'anatomie qu'ils font ce genre de simulation. Ça va donner un aspect des viscères abdominaux, vraiment. Ben c'est des vrais êtres humains. Mais ils sont pulsatifs, ça bouge, ils peuvent opérer, ils peuvent faire tous les anastomoses tranquillement, comme si on est dans un bloc opératoire. L'image de cilioscopique aussi, elle est réelle. La chirurgie cardiaque, déjà, ils doivent apprendre à mettre le patient sur CEC, sur circulation extracorporelle, selon ce modèle SimLife. Et le réalisme de l'environnement, parce qu'ils mettent tout l'environnement réel d'une chirurgie comme dans la vie quotidienne. C'est ça, mesdames, messieurs, le modèle SimLife. Alors, ça a été évalué selon les chaires de l'ICAR auprès des chirurgiens. Il est bien accepté il a eu une bonne évaluation selon la capacité du modèle à permettre un apprentissage technique réel, la fidélité anatomique, le réalisme du modèle, bien sûr, et une satisfaction globale qui est à 8,3, c'est un score vraiment élevé. Alors, passons à autre chose, je vais parler un peu du domaine aussi informatique, qui est les serious games. Alors, certainement tous, vous utilisez les serious games, vous avez une idée sur le serious game peut-être, mais l'innovation, c'est qu'on est en perfectionnement continu. Et on est en train de jouer sur la perfection, sur la scénarisation. On fait plus d'intégration des ressorts ludiques, on fait appel au code du jeu vidéo. Hein. On joue réellement avec ces serious games, mais notamment, ils sont bien développés en médecine d'urgence et en réanimation. Alors, au service, nous avons essayé d'intégrer ces serious games lors des topos des externes, comme vous voyez là, ici. J'ai choisi ce serious game online. Et c'est un serious game qui parle de la réanimation cardio-pulmonaire, les étapes, c'est basique. Hein. Pour les externes de 5e année, qu'est-ce que je fais pour les motiver? Alors je les divise en 2 équipes, comme vous voyez, une équipe à droite et une équipe à
à gauche. Et chaque équipe, elle va désigner à chaque fois un joueur qui va jouer la réanimation cardio-pulmonaire sur ce Serious Game pour obtenir à la fin une note, des scores de performance, de rapidité et le degré d'application d'algorithmes selon les recommandations. À la fin d'une heure de jeu à peu près, tout le monde passe, on fait un tableau et on calcule les moyennes et on va donner un prix pour l'équipe gagnante. Et c'est comme ça qu'on motive les jeunes. C'est la salle de staff du service des urgences de Monastir. Je branche le Serious Game sur un ordinateur et en projection pour que tout le monde puisse regarder. Alors, je vais vous montrer une vidéo sur le degré de perfection en Serious Game. Ça commence comme dans la vie, par un accident de la voie publique. Et après, le jeu commence. Les ambulances arrivent. On va aller examiner le patient. Sur tous les niveaux, tous les organes. On peut faire tout, jusqu'à le drainage de pneumothorax et tout ça. C'est court comme vidéo pour ne pas prolonger la conférence, mais vous pouvez regarder ça dans différents sites internet. Il y a des démos pour des milliers de Serious Games. Alors, les Serious Games, cet article parle de 3 étapes pour aller en avant et réussir un Serious Game. Il faut vraiment chercher l'effet de motivation chez l'étudiant. Il faut vraiment que l'apprentissage soit efficace au jeu. Ce n'est pas seulement parce qu'on a fait un jeu qu'on est efficace, mais il faut chercher l'efficacité de cet apprentissage et il ne faut pas oublier l'évaluation. L'évaluation, elle est très importante, même dans un jeu sérieux. Et comme vous voyez, les piliers de compétences, les piliers d'apprentissage, que ce soit l'apprentissage actif, il est offert par l'interaction dans le jeu vidéo, que ce soit l'attention, elle est garantie par la guidance, et le feedback, c'est les scores, c'est les indices, et bien sûr, on va consolider cet apprentissage par Serious Game, c'est dans les téléphones portables, sur notre ordinateur. On va répéter le jeu, comme ça on va obtenir la consolidation, donc c'est évident. Alors, dernièrement, je vais vous parler d'un nouveau truc pour nous, c'est en sciences de la santé ou en médecine. On n'est pas vraiment trop développé dedans, mais les informaticiens le connaissent très bien, le machine learning. Ce n'est pas une science-fiction. Je vais vous expliquer. Alors, quand on apprend, nous, les êtres humains, c'est à travers notre expérience, à travers le vécu de chaque personne. C'est comme ça qu'on accumule l'expérience et bien sûr la compétence. Alors, si on remplace cet être humain par une machine, on va remplacer l'expérience par les data. Et on parle récemment des big data, de rassembler les data partout dans le monde pour le bien de l'humanité. C'est pour faire des machine learning, et ces machine learning, ils font faire des algorithmes, des instructions, ils vont s'auto-développer eux-mêmes. On va les livrer à eux-mêmes de se développer dans un temps très court par rapport aux êtres humains. Et ils vont développer des compétences extraordinaires. Je vais citer un exemple, je vais finir rapidement. Alors, jeu d'échecs, en 1997, le premier machine learning d'intelligence artificielle, il a gagné le champion du monde. Un jeu médiatique à la télé aux États-Unis, le Watson de IBM, il a gagné en culture générale, il a gagné tout le monde dans ce jeu télévisé. Facebook, il a créé 2 profils par le machine learning, et ces 2 profils-là, ils ont réussi à changer leur mot de passe et à se communiquer entre eux et faire des choses inimaginables sur ce réseau social, et ils ont été obligés de les détruire même les serveurs. En marketing, ils utilisent des robots en machine learning qui font le marketing, qui parlent aux gens, qui font le chat avec les gens, avec des techniques commerciales,
et se développent, mais après ils sortent de contrôle. Ils ont développé des techniques nouvelles que les humains ne connaissent pas. Après, ils ont développé un langage que les humains ne connaissent pas. Ils ont découvert ça, les informaticiens, ils ont eu peur, très peur. Donc, on a peur qu'ils nous piratent, qu'ils nous détruisent. Ce n'est pas la science-fiction, c'est une actualité. Alors, comment ça se fait? Ils reconnaissent, c'est un exemple, hein, en domaine de santé, comment on va appliquer ça. Ils reconnaissent une image, c'est une tête de chat. Ils tiennent les oreilles et ils font, selon les datas, ils vont faire la reconnaissance. Après, ils vont reconnaître les yeux. Ils vont rassembler ça pour déduire que c'est un chat. La même chose en médecine pour les images. Habib, si tu peux conclure. Oui, c'est la dernière. Donc, en médecine, c'est les images. Ils reconnaissent si c'est maligne ou bénigne à travers cette intelligence artificielle. Ils peuvent nous diagnostiquer directement un anévrisme de l'aorte sans besoin de radiologue. Ça, c'est pas bien. C'est les machines learning en médecine. On peut générer des modèles pour améliorer les lésions à risque du sein. C'est les machines qui nous font ça à travers un apprentissage par simulation. Aussi, ils peuvent nous faire ou nous imposer un protocole de chimiothérapie le plus efficace à travers une probabilité énorme, la meilleure probabilité. Voilà, c'est hallucinant. Je vous laisse réfléchir et c'est la fin. Merci, professeur Gris, pour cette excellente présentation avec ces progrès technologiques qui sont vraiment du domaine prochain de science-fiction. Est-ce qu'il y a une ou deux questions dans la salle ou commentaires? Merci, professeur Grissa, pour votre intervention qui est vraiment innovante. J'ai une question par rapport aux Serious Games. Est-ce que les Serious Games sont disponibles? Est-ce que c'est gratuit? Est-ce qu'ils sont disponibles? Alors, ce jeu-là que je vous ai montré, c'est gratuit. Mais la majorité, c'est vrai, les jeux les plus performants, les plus avancés, ben, c'est normal qu'ils soient payants. Mais à mon avis, ils ne sont pas très chers. Mais selon le niveau de complexité du scénario, bien sûr, ils sont chers jusqu'à arriver à des serious games qu'on les vend à la faculté de médecine, là où il y a vraiment des cas cliniques très développés et qui peut se prolonger sur plusieurs séances de 2D. Est-ce qu'il y a une question? Juste. Habib, à votre avis, ces innovations, faut-il les utiliser sans réserve ou bien faut-il commencer par les utiliser en les évaluant? Comment vous voyez l'introduction de ces nouvelles technologies dans l'activité académique des facultés? Merci Samir, c'est la question qu'on doit poser toujours avant l'utilisation de tout outil, que ce soit pédagogique ou même en médecine. Je pense exprès que j'ai fait à chaque fois un retour à la littérature, même que c'est des innovations, mais j'ai bien cherché des publications qui essayent de valider ces outils pédagogiques. Certes, pour l'holographie, par exemple, qui n'est pas encore commercialisée, on n'a pas encore de validation, sauf quand on l'utilise. Donc, il faut que soit utilisé quelque part. Et ces gens-là s'engagent à valider et à évaluer ces moyens d'apprentissage afin vraiment de choisir. Quand je dis la table d'anatomie, elle coûte 500 000 dinars hors taxe pour une faculté, c'est énorme. Mais si vous voyez, si une nouvelle faculté, par exemple, qui va construire un nouveau département d'anatomie avec les laboratoires, avec tout l'équipement qu'il y en a, chercher des cadavres, des os, tout ça, de faire ça de zéro, je pense qu'elle devient peut-être moins chère et plus valide à choisir pour un nouvel établissement, par exemple. Juste une autre question, Habib.
Sachant que ça coûte cher, ces mannequins de haute fidélité, de très haute fidélité, etc. Notamment en endovasculaire. Est-ce qu'il y a des études qui ont démontré l'impact clinique dans la vraie vie pour nous, en dehors de l'apprentissage, donc, mais l'impact clinique sur le malade de tous les jours, etc., de ces techniques d'enseignement, de l'utilisation de ces mannequins qui coûtent très très cher? Merci Sissem. C'est vrai, les enseignants par simulation, ils sont au courant de ça. Et si vous vous rappelez en pédagogie, la pyramide de Kirkpatrick, à la fin d'évaluation, pour tout apprentissage en pédagogie, il faut rechercher sur la tête du pyramide l'impact réel sur nos patients après l'introduction de la simulation. Alors je pense que pour la simulation haute fidélité, on est arrivé à cette évaluation à des degrés différents, mais ça reste vraiment une question à poser. Je pense que ça demande du temps, parce que par exemple en Tunisie, il n'y a pas longtemps qu'on a commencé à vulgariser la simulation dans notre pratique quotidienne, soit à la faculté, soit dans nos services. Ben, il suffit, je ne sais pas, il suffit de laisser un peu de temps pour chercher des bons paramètres, des bons index. Si on va se contenter à la mortalité, par exemple, de l'asthme, après un cursus d'apprentissage par simulation, je pense que ce sera très difficile à adopter comme paramètre. Mais peut-être il faut réfléchir d'abord aux moyens d'évaluation pour chercher l'impact sur les patients, chercher les moyens adéquats d'évaluation de l'impact de la simulation sur les patients. Merci. On passe à... C'est mes brèves Mokhtar. Vas-y. Simulation, je ne peux pas m'empêcher. Dernière question. Exactement. Jusqu'à présent, je pense qu'il n'y a pas eu d'études pour la simulation haute fidélité comparé à, on va dire, l'apprentissage au lit du patient et tout ça, donc qu'il y a une supériorité. Ça, c'est clair. Est-ce que tu penses, Enti, dans le contexte actuel qu'on a et tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est de la simulation haute fidélité? Est-ce qu'il faut qu'on choisisse donc, on va dire, les certificats comme l'ALS, le PLS et tout ça, et se contenter de ça tout simplement, donc pour atteindre un certain niveau de compétence, que ce soit cognitif ou gestuel? C'est bien parce ici. que 500 000 dinars, tu me dis 500 000 dinars, c'est très cher là, pour nous, les femmes de 500 000 dinars, donc c'est impossible. Tu me dis oui, la structure, on doit avoir une structure, hein, donc ça c'est clair. Donc 500 000 dinars pour chercher un cadavre, je cherche un cadavre, hein, femme qui fait, je le dis franchement, femme qui fait, et je sais que la science a bien démontré qu'en apprenant sur un cadavre, c'est bon. Donc il n'y a pas de problème. Les cadavres, c'est partout. Hein, il n'y a pas de problème. Donc c'est bon, c'est bien ce que. Mais je pense que c'est un plus. C'est un plus. C'est un plus pour des pays qui sont développés. C'est pas dans notre contexte actuel. Oui, c'est bien. Le but de cette conférence, c'est d'exposer ce qui existe sur le marché, dans le monde, et d'être au courant, malgré les contraintes matérielles qu'on a, mais c'est juste une actualisation et c'est un mise au point. Pardon. Donc on va enchaîner. Donc on passe la parole à monsieur professeur Mehdi Ben Laswet qui va nous parler de la place de l'échographie interventionnelle dans les urgences. À vous la parole. Merci. Merci. Donc, bonjour. Je vous remercie donc, le comité scientifique et d'organisation de m'avoir invité pour parler ensemble de l'échographie interventionnelle aux urgences. Il faut dire que tout d'abord un petit mot, l'échographie interventionnelle, elle entre dans le cadre général de l'échographie clinique d'urgence. Donc c'est l'échographie qui est destinée aux patients qui sont en situation critique. C'est une échographie qui ne doit pas prendre beaucoup de temps. C'est une révolution, honnêtement, en médecine d'urgence. Et on appelle actuellement la médecine d'urgence visuelle, c'est le vrai terme qui témoigne qu'on est
à l'ère de l'échographie clinique d'urgence. L'échographie clinique interventionnelle, tout d'abord, son but, c'est quoi? C'est aller toucher la cible avec une aiguille sous échographie. Donc, les deux grands chapitres de cette échographie interventionnelle, c'est aller mettre un cathéter dans un vaisseau sous échographie. Et le deuxième grand chapitre, c'est l'anesthésie loco-régionale de façon écho-guidée. Donc, on va s'intéresser aujourd'hui essentiellement au cathétérisme ou à la pose d'un cathé sous échographie. Il faut dire que les premières échographies interventionnelles que j'ai faites, c'était des catastrophes. C'était des catastrophes parce que c'est quelque chose qui nécessite un apprentissage tous les jours, une durée d'apprentissage qui est importante. Et vraiment, c'est quelque chose de nouveau par rapport à ce qu'on est en train de faire au jour d'aujourd'hui. Les centres les plus développés et les centres qui nous devancent de siècles, voire de décennies par rapport à ce qu'on est en train de faire, que ce soit en Europe, en France, que dire chez nous, c'est les centres américains. Il faut dire que je me rappelle un échographiste français qui travaille à Nantes, Idriss, qui fait beaucoup d'interventionnels et beaucoup de vasculaires, il me dit que l'objectif essentiellement, c'est de ramener le bout de l'aiguille au bon endroit. Le deuxième message, c'est de savoir suivre le bout de l'aiguille et ne pas le perdre de vue, et par la suite, savoir dépasser les obstacles. D'accord? Et pour ça, on devra avoir un certain prérequis par rapport à l'anatomie vasculaire, par rapport à l'anatomie des nerfs et par rapport à la gestualité, au geste technique en lui-même. Il faut dire que si on va faire des catastrophes concernant l'échographie interventionnelle, ce n'est pas parce que l'échographie n'est pas bonne dans cette indication, mais parce qu'on n'est pas bon ou on n'est pas bien entraîné par rapport à l'échographie. Il faut dire qu'avant, lorsqu'on voulait piquer des jugulaires, et on ne pouvait pas, donc on passait à faire des souclaves. Donc au jour d'aujourd'hui, on va voir de très belles jugues qu'on peut piquer très très facilement, et c'est ce qu'on appelle l'échographie procédurale, l'échographie interventionnelle. C'est une échographie qui est très très sécuritaire, sauf bien évidemment si on va faire des erreurs et des erreurs de base. Il faut dire que tout ce qu'on est en train de faire actuellement avec une aiguille, je pense qu'à partir de demain, on va le faire avec une aiguille et une sonde. Et là, toutes les études sont en faveur de cette échographie interventionnelle. Il faut dire que l'échographie interventionnelle, c'est moins d'échecs, moins de complications, moins de fonctions vasculaires, plus de confort pour le patient, plus de rapidité, surtout plus de sécurité pour le patient. Et puis tout ce qui est référence en échographie interventionnelle, ça a commencé par les recommandations de la Société d'échographie cardiaque et la Société d'anesthésiologie en Amérique. Et puis la Bible de l'échographie interventionnelle, c'est tout ce qui a été publié par Mifocus International en 2012, International Evidence-Based Recommendation on Ultrasound Guided Vascular Access. Là, c'est les indications, la technique, et puis vraiment tout ce qui se rapporte à cette technique-là aux urgences. Donc, les avantages potentiels de l'échographie procédurale, c'est entre autres confirmer le diagnostic, par exemple pour la ponction ou le drainage, la ponction péricardique, d'accord? C'est vrai que c'est un geste salvateur, mais on peut faire également le diagnostic s'il y a un doute et quelle est la nature de cet épanchement. Il y a les deux grands chapitres de l'échographie interventionnelle, c'est le repérage et par la suite l'écho-guidage, et c'est deux choses qui sont différentes l'une de l'autre. On peut faire de l'écho-repérage sans passer à l'écho-guidage, et on ne peut faire de l'écho-guidage que si on a fait auparavant de l'écho-repérage. D'accord? La surveillance des suites, bien évidemment, donc si on va piquer une sous-clave et on va
toucher le poumon, donc on va engendrer un pneumothorax partiel. On est avec l'échographie, on a la sonde sous la main et on va faire le diagnostic d'un pneumothorax partiel. Complication de notre cathétérisme. Et bien évidemment, c'est un rôle d'enseignement et un rôle pédagogique en quelque sorte. Les inconvénients, donc je les ai classés en cinq chapitres. Le coût, bien évidemment, on a besoin d'une machine. L'idéal, c'est une machine qui est mobile, une machine qui est transportable d'un lieu à un autre. L'apprentissage, ça va prendre beaucoup de temps et ça coûte également, les séminaires d'apprentissage pour l'échographie interventionnelle, c'est pas moins de 700 € en France. Et puis, il faut maîtriser cette complexité du geste technique en lui-même. Donc, comment tenir la sonde et comment tenir l'aiguille également. Bien sûr, le nombre d'opérateurs, il n'est pas important, et le nombre d'enseignants, que ce soit en France, que ce soit chez nous, donc il n'est pas important. Et bien sûr, bon, le risque septique, il est minime quand même. Il faut dire que les grandes applications de cette échographie procédurale, c'est les accès veineux, donc l'accès veineux central, tout ce qui est accès veineux périphérique, tout ce qui est accès des artères, les blocs nerveux, et si on va commencer à apprendre, c'est les blocs nerveux simples, tout ce qui est épanchement, tout ce qui est ostéo-articulaire, tout ce qui est abord lombaire et abord vésical, les cathés suspiciens, donc sous échographie. Maintenant, quel est l'équipement nécessaire pour l'échographie interventionnelle? Donc les trois grands chapitres, tout d'abord c'est l'appareillage. Donc je pense que pratiquement tous les services d'urgence, ils sont en train de passer des commandes pour avoir des échographes mobiles, des échographes transportables, d'accord? Le message, c'est qu'avoir toujours l'écran dans l'alignement du regard. Deuxièmement, pour la sonde, si vous allez si vous allez passer une commande par rapport aux sondes, c'est vrai que vous allez demander les 3 sondes à la fois. Donc il ne faut pas oublier de demander la sonde linéaire, c'est la sonde vasculaire. C'est une sonde de haute fréquence et qui ne va pas aller en profondeur, elle va aller à 6 à 7 cm de profondeur. Bien évidemment, si on va piquer le cœur, on ne va pas utiliser la sonde linéaire, on va utiliser la sonde cardiaque. Et si on va ponctionner le péritoine, on va utiliser la sonde abdominale. Mais il faut dire que, honnêtement, il y a des sondes qui sont plus spécifiques pour l'échographie interventionnelle. C'est des sondes qui sont de très haute fréquence. C'est des sondes comme celle-là. Donc, c'est des sondes de très haute fréquence qui vont aller à 3 à 4 cm, donc pas plus. C'est des sondes qui sont dédiées au vasculaire, au procédural, à l'ostéo-articulaire. Et je pense que si vous allez commencer à apprendre, ou si vous allez commencer à faire du vasculaire chez vous, donc commandez dès maintenant une 4e sonde. C'est la sonde, c'est cette sonde-là avec une petite empreinte. Bien sûr, le 3e chapitre par rapport à l'équipement, c'est l'opérateur. Voilà les sondes qui sont donc de haute fréquence. C'est des sondes qui sont dédiées au vasculaire et au procédural. La suivante. Voilà. Pour l'opérateur, donc l'opérateur, il doit installer confortablement dans une position qui est stable, parce que le geste qu'il va faire, c'est un geste qui est très très fin, donc il va être en position stable. Bien sûr, dans certaines situations, on a besoin d'un deuxième opérateur, un opérateur qui va tenir la sonde et un opérateur qui va utiliser l'aiguille pour des gestes qui sont très difficiles. Il faut dire que le message, si on va régler les paramètres de l'aiguille dès le départ, on ne doit pas changer les paramètres de l'aiguille en per-geste. Le geste, il est très fin. Donc, et vous changez les paramètres, que ce soit la profondeur, que ce soit le focus, que ce soit la brillance, etc. en per-geste. Les paramètres, en début de manœuvre, on ne va pas les changer. D'accord? Par rapport à l'asepsie, si on va faire de l'écho-repérage, vraiment, on n'a pas vraiment besoin d'une asepsie rigoureuse,
Mais vraiment, si on a besoin de l'éco-guidage, bien évidemment, on a besoin d'une asepsie qui est rigoureuse. Et si on va faire de l'éco-guidage, c'est qu'on a fait auparavant de l'éco-repérage. Les indications selon les pays, il faut dire que en France, si on va faire pour les patients qui sont difficiles à appliquer, on peut tenter une première tentative de cathétérisme sans échographie. Mais à partir de la deuxième tentative, on est obligé de mettre un cathéter sous échographie. En Angleterre, donc, on n'a pas le droit de toucher une jugulaire sans faire de l'écho-repérage et sans faire de l'éco-guidage. Maintenant, les méthodes qu'on va utiliser, il y a deux méthodes, l'une coûteuse, l'une moins coûteuse. C'est-à-dire, la méthode traditionnelle, on va tenir la sonde, on va mettre du gel, le gel habituel, et puis il y a une sorte de capote, une capote qui est stérile, et par la suite, on va mettre du gel, donc on va mettre du gel, donc désinfectant. Donc là, c'est la méthode coûteuse. Il y a une méthode qui est moins coûteuse que ça. Au lieu d'utiliser donc cette capote spécifique, on va utiliser soit une compresse, soit un gant stérile. Donc là, c'est une méthode qui est artisanale et qui n'est pas coûteuse du tout. Par rapport aux aiguilles, il y a deux types d'aiguilles qu'on peut utiliser. Il y a l'aiguille habituelle et il y a des aiguilles qui sont spécifiques au procédural. C'est des aiguilles qui ont une pointe ou des aiguilles qui ont ce qu'on appelle un type écho qui est brillant et qui peuvent être gérées même par GPS. D'accord ? Le bout de l'aiguille, le biseau doit être toujours, comme on fait classiquement, toujours vers le haut. Bon, maintenant, j'aimerais bien que vous vous concentriez avec moi parce que là, c'est les méthodes ou les approches essentielles en vasculaire. Il y a deux approches. Il y a l'approche, ce qu'on appelle l'approche in-plane, c'est-à-dire le sens de l'aiguille et le sens de la sonde, ils sont dans le même plan. L'aiguille et la sonde sont dans le même plan. D'accord ? Donc là, c'est une méthode qui est très sécuritaire, puisqu'on va voir l'entrée et la sortie de l'aiguille de bout en bout. Et le geste, on va le voir de bout en bout. C'est une méthode qui est très sécuritaire, d'accord, qui est difficile à apprendre, mais c'est la plus sécuritaire possible. C'est la méthode in-plane qui est destinée essentiellement pour la voie veineuse centrale. La méthode out of plane, c'est celle-là, la méthode out of plane, c'est-à-dire le plan de l'aiguille, il est dans le sens opposé au plan de la sonde. D'accord ? Le grand inconvénient de cette méthode-là, c'est que lorsqu'on va entrer l'aiguille, à un certain moment, on ne peut pas la voir sur l'écran. Et il y a une zone aveugle sur l'écran, et là, donc, c'est une méthode qui n'est pas sécuritaire. Bon, si on va l'indiquer, c'est essentiellement pour les veines périphériques. Bon, en conclusion, il y a deux approches, l'approche in-plane et l'approche out of plane. Donc, dans le plan et hors plan. Et il y a la coupe habituelle, la coupe longitudinale, la coupe transversale, la coupe oblique. Là, c'est le plan de la sonde avec le vaisseau. Et vous allez voir des images. Là, c'est tout simplement une coupe transversale. Là, c'est une coupe longitudinale. D'accord ? Là, à gauche, c'est une approche in-plane, c'est-à-dire l'aiguille et la sonde sont dans le même plan. Et il y a deux façons de voir les choses. Soit on va entrer l'aiguille du côté du repère, ou l'aiguille du sens opposé au repère. Et puis là, c'est la méthode out of plane, c'est-à-dire l'aiguille, elle est dans le sens opposé de la sonde. Et vous voyez là le type écho avec le ring down. Et puis, on peut faire toutes les combinaisons possibles, c'est-à-dire, comme sur cette image-là. Donc là, c'est une coupe transversale avec une approche in-plane. Là, c'est une coupe transversale avec une approche out of plane. D'accord ?
Donc, on va essayer de faire ensemble, ou de vous expliquer encore plus l'approche hors plan, par exemple. Tout d'abord, un coup d'œil rapide pour confirmer le site, pour confirmer qu'il y a une veine, il y a une artère. On va préparer l'équipement de la voie veineuse centrale. L'écran dans l'alignement du regard. Si on va toucher une jugue, c'est toujours 10% de Trendelenburg. Et puis, si on va toucher une fémorale, la cuisse, donc la cuisse doit être en abduction. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va tenir la sonde avec la main non dominante. Et puis, on va identifier tout d'abord la veine par rapport à l'artère. Comment on va identifier la veine par rapport à l'artère? Une petite pression, la veine elle va se collaber, la veine elle va se comprimer. Mais il faut faire attention, si on va comprimer beaucoup avec notre sang, la veine et l'artère, ils vont se comprimer tous les deux. D'accord? Et puis, il faut identifier, voilà, donc il faut identifier la profondeur, le focus, une petite anesthésie. Et puis, on va introduire tout doucement notre aiguille, jusqu'à un certain moment où on va voir quelque chose de brillant. Donc au centre du cercle, au centre du vaisseau, c'est le type écho avec le ring down, c'est ça. Donc on est en train de faire entrer l'aiguille et à un certain moment, voilà, l'aiguille elle est au centre, là c'est le type écho et là c'est les réverbérations du type écho, c'est-à-dire le ring down. D'accord? Là, c'est pour vous montrer donc en réel comment on fait cette approche donc out of plane. Vous voyez qu'on est en train de faire passer l'aiguille à travers donc la veine. Hop. Voilà. Donc on est en dedans, on est en plein dedans. Voilà, on est en plein dedans. Là, c'est le type écho avec le ring down. Donc, on va passer à la suivante. Là, c'est l'approche longitudinale. C'est l'approche longitudinale, c'est la même chose. On va tenir la main avec la sonde non dominante et on va faire entrer l'aiguille dans le sens l'aiguille dans le sens de la sonde. Et là, vous remarquez que le repère de la sonde et l'aiguille sont du même côté. Et là, c'est l'idéal. Il faut avoir toujours le repère de la sonde et l'aiguille dans le même sens. On va faire entrer l'aiguille. À un certain moment, donc, le sang il va sortir. Et à ce moment-là, on va enlever la main qui tenait donc, la sonde. Voilà. Donc là, c'est l'aiguille qui est dans le vaisseau. Donc une remarque très importante, lorsqu'on va faire entrer une aiguille dans un vaisseau, on doit s'assurer que les deux bords du vaisseau sont parallèles, sont hyper échogènes, sont brillants. Là, on est en plein dedans du grand diamètre du vaisseau. Sinon, si ce n'est pas parallèle, c'est qu'on est dans une zone tordue du vaisseau. Voilà. Donc là, c'est une coupe, voilà, c'est une approche donc in plane. Vous voyez comment on va aborder donc, la paroi antérieure. Là, c'est le bout, le type écho qu'on est en train de voir sur l'écran. Et puis, on va horizontaliser un tout petit peu l'aiguille. Et puis, on va faire entrer, voilà, le cathéter. Et on va faire sortir l'aiguille. Donc, là c'est le repérage. Avant, on avait un repérage pour atteindre une jugulaire. On avait un repérage anatomique. Actuellement, on va faire un repérage échographique. Vous voyez qu'on est en train de faire comprimer la veine. Donc là, c'est la jupe. D'accord? Donc un repérage en transversal et puis un repérage en longitudinal. Et puis on peut faire l'une ou l'autre approche. On peut faire la combinaison des deux approches. On est libre, là, selon l'expérience de l'opérateur et selon les conditions de travail. Vous voyez que là, on est en coupe longitudinale. Donc je passe. Là, c'est le test qu'on a fait
donc je l'ai agrandi. Vous voyez là, on a de très belles jupes. Là, c'est de très belles jupes qu'on peut piquer facilement, en toute sécurité. Donc, et là, c'est l'avantage de cette échographie interventionnelle, l'échographie ou de la médecine d'urgence visuelle. D'accord? Donc, cette image, on l'a vue. La prochaine. On peut également piquer donc, les patients difficiles. Donc, on peut piquer donc, en périphérie. Vous voyez que là, c'est au niveau de l'avant-bras. On a mis la sonde en coupe transversale. Et tout ce qui est au niveau de l'avant-bras, c'est des veines qui sont superficielles. On ne peut pas trouver des artères qui sont superficielles. Et vous voyez là, donc j'ai repéré une veine superficielle. Hop. Voilà, là, donc j'ai fait un repérage en coupe transversale, puis en coupe longitudinale. Et on est en train de faire entrer donc l'aiguille. Et voilà, on est en plein dedans. D'accord. Donc le sang va sortir. Et on a terminé donc notre geste. Bien évidemment, les autres applications de l'échographie interventionnelle, à part le vasculaire, vous voyez là, c'est un épanchement donc gauche de grande abondance. On peut même tenter de le piquer n'importe où, même le plus bas possible, d'accord. C'est juste, on a fait un écho-repérage. Et vous voyez que on est à 5 cm d'un côté et on est à 3 cm d'un côté. On a fait le drainage, d'accord. On n'a pas dépassé les 5, les 3 cm. Et puis l'image d'après, on n'a plus d'épanchement. Là, il n'y a plus d'épanchement, il y a un petit épanchement résiduel donc, par rapport à l'épanchement de grande abondance. D'accord. L'abord Lambert également éco-guidé. C'est très facile à apprendre. Donc, ça nécessite des ateliers également pour apprendre tout ça. Donc, pour terminer, donc, la machine, donc, on est en train d'utiliser donc, un appât de cerveau. Donc, c'est nous qui devons donc, raisonner, réfléchir par rapport donc, à tout ce qu'on a donc, comme problème. Et puis là, vraiment, c'est la révolution même en médecine d'urgence. D'accord? Et je vous remercie. Merci, professeur Bellaswood, pour votre intervention claire et surtout pratique. Je passe la parole à l'assistance. Est-ce que vous avez des questions? Juste un petit mot là, donc la semaine prochaine, donc ça va se dérouler un séminaire. Donc oui, alors. Donc un séminaire méditerranéen de l'échographie d'urgence, ça va se passer à Marseille, les 22, 23, 24 à Marseille. Et puis il y a des représentants des différents pays, donc de la Tunisie, de France, du Maroc, de l'Espagne, etc. Donc on aura 2 jours d'échographie sur les bases de l'échographie d'urgence, donc jeudi 22 et vendredi 23. Je ne sais pas si vous pouvez vous rattraper, vous inscrire par rapport à ces séminaires d'échographie. Donc une petite publication là, je dis publicité, pardon, pour ce séminaire méditerranéen. Merci Mendy, mais je préfère que ce séminaire ait lieu ici quand même. On va les inviter. Un séminaire méditerranéen. Oui. Tunisie. Pardon, j'ai une question. Pour le cathétérisme veineux central jugulaire interne, qu'est-ce que vous préférez sur le plan pratique? La technique hors plan ou dans le plan? C'est in-plane. In-plane, c'est plus sécuritaire. C'est plus sécuritaire. On va voir le vaisseau qui va entrer, qui va sortir, donc sous nos yeux, d'accord. C'est très sécuritaire et donc c'est moins d'erreurs possibles. C'est moins d'erreurs possibles. Ça nécessite plus de formation par rapport au out of plane, mais généralement on utilise le in-plane, c'est-à-dire le plan de l'aiguille dans le même sens que le plan de la sonde. Et pardon, vous utilisez l'éco-guidage même pour la voie sous-clavière? Oui, oui.
Merci, professeur Bellaswat. S'il n'y a pas de questions, on va changer de thématique tout en restant dans l'innovation. Et je vais appeler un éminent informaticien et statisticien qui nous a aidés à maintes reprises à déchiffrer la langue des chiffres. Donc, et qui va nous parler de la télémédecine en urgence. Pour ce, je vais appeler monsieur Rabia Razgala. Je remercie la Société tunisienne de médecine d'urgence de m'associer à cette grande manifestation et aussi à retrouver mes origines parce que j'ai commencé mon début de carrière en tant que médecin urgentiste avec la collaboration du SAMU 03 que je remercie ici présent. Et aussi je remercie le service de médecine d'urgence de Monastir avec qui nous avons eu une grande histoire et une grande aventure depuis quelques années. Et j'aurai le plaisir de vous présenter rapidement une continuité de ce qui a été déjà présenté par Dr Grissa sur maintenant la télémédecine et aujourd'hui ce qui s'offre à nous à l'échelle à court terme et à moyen terme et à long terme. Alors juste je rappelle que la télémédecine a été instaurée par l'évolution naturelle des choses vers la technologie et au niveau français ça a permis maintenant des expériences assez enrichissantes mais aussi au niveau continent américain et ça a permis principalement à rapprocher le patient d'un parcours de soins et donc vers une nouvelle médecine de proximité. Il y a même un rapport européen qui a détaillé un peu les portées de la télémédecine vers plusieurs axes comme la téléexpertise, la téléconsultation, la télésurveillance, la téléassistance. Mais la télémédecine, c'est encore plus vaste que cela parce que ça attaque aussi un aspect sur la formation pédagogique et la formation des médecins, des professionnels de santé à travers le e-learning, mais aussi maintenant toute la technologie que nous avons vue tout à l'heure sur les ateliers de simulation et l'apprentissage dans l'immersion du monde virtuel et en se rapprochant du monde réel. Il y a beaucoup d'innovations technologiques. Il y a certaines technologies qui ont été même proposées tout à l'heure dans l'apprentissage, mais aussi il y a certaines technologies qui nous aident aujourd'hui à améliorer notre qualité de soins par une facilitation des gestes qui sont très lourds et parfois très dangereux à réaliser auprès de patients réels. Alors la télémédecine a intéressé le monde scientifique, elle n'est pas restée uniquement chevronnée au niveau développement technologique et de plus en plus on voit sur PubMed des publications internationales qui s'intéressent non seulement au développement de la télémédecine mais aussi, tout à l'heure la question a été posée sur l'impact réel sur les patients. Et j'ai montré aujourd'hui que la télémédecine, elle permet des changements comportementaux considérables au niveau de la prise en charge des patients et aussi l'amélioration des soins. Alors, aux urgences, inévitablement, vous connaissez tous mieux que moi que le service des urgences, c'est la porte d'entrée de l'hôpital, c'est le centre névralgique de toute la santé à l'échelle nationale ou internationale et qu'elle bute contre beaucoup de problématiques, surtout par rapport à la charge de travail et aussi à l'organisation des soins. Et la télémédecine aujourd'hui permettra aux urgentistes d'avoir une optimisation de leur environnement de travail, d'améliorer la qualité des soins par un accès plus facile aux services de soins, que ce soit en intra-hospitalier, mais aussi en dehors des murs de l'hôpital, et par un rapprochement vers une desserte médicale vers les zones recluses, mais aussi les zones qui ne sont pas servies par les soins de santé. Et aussi, ça aide les médecins à améliorer leur diagnostic et à être plus performants, à poser le bon diagnostic et faire le bon monitorage des patients sans être toujours collé, dans l'obligation d'être collé à la tête des patients. Et pourquoi pas un système encore plus performant dans la gestion du flux des patients qui vont être inclus dans les urgences, mais aussi en interne pour le tri des malades et le rêve d'aller vers la tendance de zéro patient couloir.
Alors l'innovation technologique n'est pas uniquement pour améliorer la qualité de soins, c'est aussi un retour d'investissement sur l'urgentiste lui-même, c'est-à-dire il faut donner aussi, ça donne aussi à l'équipe soignante un moyen, pas forcément de développement de recherche clinique ou de recherche médicale ou d'amélioration de soins, mais aussi de maintenir toute une émulsion intellectuelle, de rompre avec le quotidien et de bien traiter le corps soignant pour éviter le fameux burn-out que peut connaître tout professionnel de santé. Alors en Tunisie, la télémédecine a commencé il y a quelques années à petits pas à travers d'abord les outils beaucoup plus simples, c'est l'accès au smartphone et à Internet. Et aujourd'hui, nous sommes à peu près à 50% ou 46% de Tunisiens connectés sur Internet en Tunisie. Et si on voit un peu les statistiques récentes de 2017 sur les orientations de connexion sur Internet des Tunisiens, le Tunisien tout venant consacre dans la navigation Internet beaucoup plus de temps sur la santé, il consulte beaucoup d'informations sur la santé et il y a aujourd'hui, à l'heure actuelle, 6 300 000 Tunisiens connectés sur Facebook, sur les réseaux sociaux et nous occupons la 7e place par rapport à l'échelle continentale africaine. Alors les expériences en télémédecine sont fructueuses et sont segmentées tout au long de ces quinzaines dernières années. Et une des expériences pionnières en Tunisie qui a donné ses fruits, tout à l'heure, ça a été présenté avec Dr Grissa vers une nouvelle approche pédagogique sur le game serious, mais aussi sur maintenant une expertise chevronnée en termes de simulation sur des mannequins, mais aussi avec d'autres outils technologiques. Aujourd'hui, vous pouvez visiter le service des urgences qui s'est équipé par un système de monitoring et de télésurveillance des patients par même des dispositifs conçus au sein même de la Tunisie à travers par exemple ici le cardiosurveil qui est un ECG électronique connecté par Bluetooth et qui permet à tout un staff hospitalier de gérer les patients via un moniteur d'écran. Et ça ne s'arrête pas là, aussi à d'autres innovations technologiques qui ont été conçues en Tunisie comme l'Ondopat qui donne une meilleure appréciation de la fonction endothéliale chez les patients hospitalisés. Et ça, c'est un appareil qui a été objet d'une évaluation, une validation scientifique pour le faire valider à l'échelle beaucoup plus large. Alors, l'expérience maintenant, la plupart des services des urgences, au-delà même des urgences, maintenant c'est l'investissement dans la recherche et de plus en plus on voit des technologies informatiques qui envahissent maintenant nos murs. Alors, où est-ce que ça évolue tout cela? Alors, il faut comprendre que quand on parle de télémédecine, de technologie, au fait, on parle de données parce que tout est à la base, comme tout à l'heure a été cité par Dr Grissa, à la big data. Au fait, nous sommes de plus en plus performants dans l'acquisition des données à travers beaucoup d'outils et beaucoup d'appareillages et qui nous facilitent aujourd'hui l'imagination de scénarios de télémédecine pour améliorer la relation patient-médecin, mais aussi pour améliorer les structures sanitaires en digitalisant tous les services de soins aux urgences, mais ailleurs aussi. Et quand on parle de big data, inévitablement, on s'oriente vers maintenant les machine learning ou ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, ou vers maintenant le patient qui échappe au contrôle du médecin, là où le patient il est autonome dans sa prise en charge, dans son assimilation diagnostique, est ce qu'on appelle le self-control, ou maintenant le patient qui vient avec l'ensemble de ses paramètres à travers beaucoup d'appareillages, et ça donne des perspectives à venir à l'échelle thérapeutique vers l'utilisation par exemple de ces big data pour concevoir des jeux motivationnels. Tout à l'heure, on a vu un jeu d'apprentissage qui motive les jeunes externes à apprendre et à connaître les besoins de santé. Aussi, le même scénario se présente pour les patients et avec les technologies, on voit de plus en plus d'outils et d'automates qui améliorent la collecte des données et donc le télémonitoring et la télésurveillance. Et ça, c'est un papier qui est récent, qui a été publié par une équipe britannique et qui a fait la comparaison
de à peu près 240 applications mobiles sur le diabète et leur impact sur le changement comportemental et sur cette, disons, pseudo-méta-analyse digitale. Il est apparu que l'outil digital aujourd'hui permet le changement comportemental des patients et ça améliore l'adhésion au traitement et surtout l'adhésion à la bonne hygiène de vie. Et ce modèle a été calqué à l'échelle nationale à travers un des projets phares de la Tunisie qui s'appelle le projet GR2. C'est un projet qui est géré au niveau hospitalier avec la collaboration des services d'urgence de Monastir. Et c'est un projet sur l'impact du jeûne de Ramadan sur la santé diabétique et l'équilibre diabétique au cours du mois saint. Et c'est un projet qui a duré à peu près 8 ans. Et après une phase initiale de collecte de données qui a duré presque de manière cyclique chaque année, nous avons conçu un process pour, à partir des données, modéliser des profils patients et proposer maintenant des solutions de gaming. Maintenant, ça va être des solutions à nous, ça va être gratuit parce que c'est notre conception et ça va permettre à travers un système motivationnel chez les patients à travers des bonifications gagnées sur des paris que nous allons mettre à disposition des malades à risque. Par exemple, si on leur donne dans un délai très spécifique une perte de poids qui est documentée par son médecin, le patient va gagner des points de bonification qu'il va échanger contre maintenant des avantages au niveau certaines structures comme par exemple les salles de sport, les restaurants à régime ou autres structures qui permettent le bien-être du patient. Alors, malheureusement, il faut faire attention quand on parle de technologie, et tout à l'heure on a parlé de la validation scientifique, mais il ne s'agit pas uniquement de cela, il s'agit aussi d'avoir des responsabilités face au partage des données et face au partage des informations patients, et pour cela, les instances internationales et même nationales ont déjà devancé la scène pour mettre en place un système d'harmonisation des procédures digitales. Exemple des normes, la norme 21 CFA Part 11 qui a été conçue par la FDA et qui oblige maintenant les concepteurs de systèmes digitaux et les hébergeurs de bases de données à se soumettre à des normes bien spécifiques. Il ne s'agit pas de la seule, il s'agit aussi d'autres normes comme la norme IPA, la norme ICH, mais en Tunisie aussi nous avons l'instance nationale de protection des données personnelles qui harmonise la gestion et la collecte des données dans le cadre du partage de données dans la télémédecine pour la téléexpertise, la téléconsultation et le télédiagnostic. Alors, il est vrai que certaines personnes restent un peu sceptiques sur maintenant l'épanouissement de la Tunisie face à ce changement technologique mondial que connaît la planète. Et il ne faut pas se méprendre à la révolution nous a pris de court et nous assistons aujourd'hui en connaissance de cause à l'échelle nationale d'une phase de transition vers une digitalisation qui arrive malgré nous et nous sommes dans l'obligation de nous adapter à ce changement dans l'avantage des soins, pour améliorer la qualité des soins, pour nous rapprocher davantage de nos patients, pour être encore plus impactants. Mais derrière, il va falloir déployer des efforts pour être formés à ces technologies et pour apprendre à manipuler les normes requises, qu'elles soient à l'échelle nationale ou internationale, et aussi à instaurer des politiques délicates maintenant qui permettent aux caisses nationales de rembourser même certains soins qui sont prodigués par télémédecine ou téléassistance, ce qui n'est pas encore toujours le cas, et je pense que dans les années à venir, ça va devenir une réalité. Alors, je vais terminer sur une note positive parce que comparativement à l'échelle planétaire, la Tunisie s'est dotée, à travers l'instance nationale de protection des données personnelles, d'un outil juridique très sévère
est très dur pour surveiller et faire canaliser le développement technologique de télémédecine en Tunisie vers un respect des normes de partage et d'échange des données des patients. Et sachons-le, nous sommes responsables face à la loi, mais aussi face à la morale dans la protection du secret médical face à nos patients traités. Et je vous remercie pour votre attention si vous avez des questions. Donc, merci beaucoup, Dr Asgala, pour cette présentation claire et pratique. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Merci, Sérapia, pour cette présentation. J'ai peut-être une question quand je partage. Je pense qu'il y a, dans tout ce que vous avez évoqué tout à l'heure, il y a deux problèmes. Un, et deux questions qu'on rencontre avec les Tunisiens, entre nous. Il y a la protection des données. Et les datas, qu'on va manipuler d'ici par là. Aujourd'hui, on est au début, mais demain, on pense qu'il y a peut-être une influence des assurances maladie, que ce soit public ou privé, et ils ont beaucoup d'intérêt dans tout ça. Deux, la question que posent beaucoup de Tunisiens, vous dites qu'il y a des gens qui sont encore sceptiques parce qu'ils posent la question, est-ce qu'on a le droit, par exemple, de prescrire à distance sans voir le patient? Est-ce qu'on a le droit, non de se contenter à un conseil médical seulement qui se résume qui se résume dans l'orientation, peut-être la régulation médicale, à aller jusqu'à la prescription ou proposer à un patient un comportement, les filles, un genre de soins, un genre d'offre de soins quelque part. Et ça peut influencer le patient d'aller à droite ou à gauche, à tel médecin. Peut-être il y a, comme vous voyez, il y a de la concurrence aussi en privé, tout ça. Tout ça, ça va poser des points d'interrogation dans ce domaine. Comment vous imaginez la réponse à ces deux questions? Merci, Dr Grissa. Je suis très confiant dans l'avenir parce que peut-être que nous regardons trop de science-fiction. Tranquillisez-vous, les médecins ne vont pas être substitués par des machines, des robots pour traiter les patients. On restera toujours là. Sauf que maintenant, l'apport de la télémédecine, il est beaucoup plus basique que ce que l'on peut imaginer. C'est aujourd'hui, je vous donne un exemple. Un patient qui est diabétique et qui consulte un médecin régulièrement selon les caisses chaque 3 mois ne peut pas avoir pourra avoir une meilleure disons adéquation thérapeutique si on a entre les deux consultations une idée par exemple sur son taux de glucides et qui est rapporté de manière en temps réel par rapport à la consultation. Donc à chaque fois quand le médecin va regarder son historique et quand nous avons aujourd'hui un système qui permet de traquer ces données, le patient va être mieux traité. Sauf que il est vrai qu'en Tunisie, nous ne sommes pas encore au point optimal par rapport à tout ce qu'il faut en termes technologiques pour héberger et stocker les données de manière correcte. Il y a encore du chemin à faire. Nous sommes sur la bonne voie, mais il nous est de notre responsabilité en tant que médecins de faire la pression sur les instances réglementaires nationales, mais aussi les acteurs économiques pour mettre en place et mettre à disposition de la santé les technologies qu'il faut. Et je pense qu'aujourd'hui, si on peut faire une transaction financière à travers une carte bancaire dans toute sécurité, on peut arriver à un même état de sécurité avec un dossier, une information de santé. Ce qui n'est pas le cas encore, malheureusement, en Tunisie. Merci, Sérapia. On passe à une dernière question, rapidement, avant d'enchaîner avec la prochaine conférence. Merci pour la clarté de ce que vous venez de présenter. Je vous demande, j'ai une question pratique. Si vous avez à implanter une connexion de télémédecine en temps réel, bien sûr, entre deux points, vous aurez besoin de quoi? D'infrastructure, voilà.
on aura besoin d'infrastructures et c'est là où la pression doit être faite, voilà, au niveau santé au sens large. Mais ça va venir parce que sans le vouloir, les acteurs économiques comme par exemple les opérateurs téléphoniques sont en train, pour leur propre business, sont en train de faire évoluer les choses. Et on a vu au fur du temps évoluer la technologie mobile d'une connexion habituelle vers la 3G, vers la 4G. Et aujourd'hui, on n'a même plus besoin de fibres terrestres pour avoir un bon débit de connexion. Bon, je ne vais pas faire de publicité pour les opérateurs, mais je pense que c'est une des solutions aujourd'hui qui peuvent porter réponse à une connexion Internet entre deux pôles de santé et à même des expériences réussies en Tunisie. Oui. Je sais qu'on a besoin d'une connexion, quelle que soit cette connexion par câble ou connexion ou autre, mais est-ce qu'il y a par exemple un module de télémédecine qui devrait être mis quelque part pour établir une visioconférence, par exemple? Oui, les outils sont nombreux. Il suffit de surfer sur le Google Play. Alors, il y a beaucoup d'outils qui permettent aujourd'hui de faire des visioconférences, d'échanges de données, soit des outils qui sont gratuits à la portée de tout le monde, mais aussi à des outils qui sont payants, mais les tarifs sont pas très chers. Donc aujourd'hui, on est dans une phase de démocratisation de l'accès à la technologie en santé. Merci. Une question brève, s'il vous plaît. Je m'attendais à ce que vous parlez du projet de santé qui est en collaboration entre le ministère de la Santé publique et l'AFD. Oui, c'est un grand projet parce que j'ai vu qu'il y a une conférence sur le dossier médical informatisé et j'ai pas voulu chevaucher sur ça. Voilà. Il y a un grand projet que je félicite maintenant et je remercie le ministère de Santé publique d'avoir maintenant pris la voie officielle de s'investir dans la télémédecine. Bon, je ne voulais pas chevaucher sur les présentations. D'accord, ça va bien introduire la prochaine conférence. Sur le dossier médical informatisé, un sujet, une question, Samir. Juste une précision, Habib, à propos de la législation. En fait, il est clair qu'il faut qu'il y ait une législation, mais disons-le que dans certains pays déjà, la législation est là et les téléconsultations déjà sont rémunérées au même titre que les consultations réelles. Donc la législation, c'est vrai qu'elle est indispensable, mais certains pays sont déjà en avance et ils ont déjà légiféré et la télémédecine maintenant est en train de rentrer dans la pratique de tous les jours. D'accord. Merci Sirabia. Un sujet qu'on partage. J'ai remarqué pendant ce congrès que il est présent dans toutes les discussions, le dossier médical informatisé, et j'appelle notre maître Dr Boukev pour nous présenter le dossier médical informatisé aux urgences. Merci Habib. Parler en dernier n'est pas évident, juste avant le déjeuner. Je vais essayer d'être soft et rapide. Alors, pour parler du dossier médical informatisé, dans notre pays notamment, et en se comparant un petit peu ce qui se passe ailleurs dans le monde, la différence est très importante. Alors, je rentre directement sur les avantages du DMI ou dossier patient informatisé quand on préfère cette appellation parce que pour rappeler que le dossier il est centré sur le patient et pas sur la médecine en général. Tout d'abord, elle nous permet une rapidité à l'accès de l'information et ça c'est capital et parfois c'est salvateur pour nos patients. On gagne du temps et le temps, vous savez très bien, notamment aux urgences, est très précieux. On a la possibilité d'avoir la traçabilité et maintenant je peux vous dire qu'aujourd'hui, par exemple, lorsqu'on me demande un dossier de l'année dernière seulement, je vous assure c'est un calvaire pour tout le personnel pour retrouver ce dossier parce qu'il y a un problème légal dessus, pour prendre un certificat ou voire même pour avoir les informations concernant le malade.
La sécurité des soins, et ça c'est quand même quelque chose de capital, surtout lorsqu'il y a un chevauchement entre deux équipes, le fait que tout soit tracé, tout soit écrit, on sécurise les soins. Il y a clairement un gain en sécurité pour le patient, mais un gain aussi économique important. Prenons l'exemple juste du dossier médical informatisé pour ce qui est de l'imagerie en service de radiologie. Je vous assure qu'un programme pourrait rentrer c'est-à-dire dans ses sous au bout de 10 jours. De 10 jours, à partir du 11e jour, on commence à gagner grâce seulement à l'instauration d'un dossier médical informatisé. L'organisation et réorganiser l'équipe au sein des urgences, notamment, c'est quelque chose de capital en ayant un état de tous les patients et la répartition du personnel dans notre service. Ça nous permet de détecter des dysfonctionnements et de corriger. Et des indicateurs de qualité, on sait très très bien qu'on a toujours besoin des indicateurs de qualité. Un exemple, l'indicateur de la durée de passage aux urgences, c'est un indicateur de qualité. Le délai entre l'arrivée du patient et le triage, c'est aussi un indicateur de qualité. Et je pense que à n'importe quel moment, grâce à un clic, vous pouvez avoir ces indicateurs pour comprendre où est le dysfonctionnement. Alors, l'avantage d'un dossier médical informatisé, c'est qu'il est centré sur le patient. Le patient, grâce à sa carte vitale, par exemple, il donne l'autorisation à l'hôpital 1 ou l'hôpital 2 pour qu'il y ait accès au dossier dont il avait des antécédents dans l'hôpital 1. Le dossier, avec tout le traitement qu'il a pris, ce malade, avec les effets indésirables, vont nécessairement servir pour l'hôpital 2 et l'hôpital 1. Quand c'est centré sur le patient, c'est là où retrouve tout son intérêt le dossier médical informatisé. Les objectifs de l'informatisation, individuellement, améliorer la gestion des informations et améliorer la disponibilité du dossier, et ça on le sait très très bien, et collectif, de point de vue épidémiologique, et tout à l'heure on a parlé des big data, le big data va nous permettre quand même quelque chose de très important pour comprendre les modifications épidémiologiques, médico-économiques aussi, pour comparer le coût de telle pathologie par rapport à telle pathologie. Et c'est une banque de cas, et les registres, vous savez très très bien, il n'y a pas mieux que les registres pour s'auto-évaluer qu'est-ce qu'on est en train de faire. Le dossier papier, à l'opposé du dossier médical informatisé, chaque service a son dossier. Et quand chaque service a ses dossiers, les données restent seulement dans chaque service. Et là, c'est le cloisonnement dont le patient n'en tire pas bénéfice. Alors que pour le DMI, le partage, et bien sûr, quand je dis partage, on peut partager certain nombre de données, et pas toutes les données, bien sûr, sans pouvoir les modifier. On peut partager entre les différents services, et ça nous rend un apport considérable pour notre patient. La législation, je pense que tout le monde en a parlé tout à l'heure, même si Samir a dit qu'il y a des avancées dans d'autres pays, mais la confidentialité est un pilier sur lequel le dossier médical informatisé doit être légiféré. La protection des données personnelles, Rabia, on a montré tout à l'heure le dernier texte, mais il faudrait que ces deux piliers soient légiférés pour qu'il y ait une informatisation. Afin de lutter contre la falsification ou vol ou l'utilisation illicite, et là la signature électronique de chacun va nous permettre cette protection, la perte accidentelle de dossiers et les erreurs techniques. Quand on voit l'autre autorité sanitaire, par exemple l'HAS, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que la qualité du dossier est le témoin de l'organisation de l'établissement, et c'est une démarche de certification. Si on veut aller vers une bonne certification, on est obligé d'avoir l'informatisation du dossier. Et le dossier informatisé est certainement un excellent moyen, et ça nous permet d'éviter la redondance et améliorer le pronostic de nos patients aussi. Le CNOM français, malheureusement, et pas le nôtre, elle offre les possibilités d'exploitation des données, cette exploitation qui n'était pas possible avant, il y a plus de 15 ans, lorsqu'il s'agissait d'un dossier papier, en favorisant l'échange et le partage
de documents médicaux, la coordination de soins, à l'amélioration de la qualité de soins. Ça va nous permettre à une amélioration claire et nette de la qualité de soins et de dégager du temps pour l'écoute qui nous manque souvent aux urgences. Et quand on gagne ce temps, ça va nous permettre de le dégager pour l'écoute de la famille et du patient et les soins aux patients. Donc vous voyez que les autres autorités, qu'est-ce qu'ils disent à propos du dossier informatique, du dossier informatisé. Le risque, par contre, quoique pour moi ils sont vraiment minimes par rapport aux avantages, c'est la dépendance forte au système informatique. Lorsque ça bug, on est vraiment bloqué et le retour au dossier papier est vraiment un calvaire très difficile, alors qu'avant on le faisait normalement. La cyberdépendance peut poser un véritable problème. Les pannes, par exemple, intempestives ou arrêts réguliers pour mise à jour de l'application, vraiment, ça pose aussi un calvaire pour les utilisateurs. Le risque de perte de données, on a toujours cette hantise de perdre les données de nos patients, notamment les critères de sécurité, la disponibilité, l'intégrité, la confidentialité et les preuves sont certes des prérequis qu'il faudrait avoir comme vigilance pour sécuriser le dossier médical informatisé. Alors, maintenant, je vais vous donner quelques exemples. Et mon histoire avec le dossier médical informatisé a commencé lorsque on est passé en France et on a commencé à utiliser le dossier médical informatisé depuis 98. Là est venu le DMI en France et c'était vraiment très difficile au début, mais rapidement on a pris la main. Et là, je remercie mon ami Patrick Plaisance qui m'a envoyé les plaques de Urquhart. C'est comme ça qu'on a commencé, c'est avec ce programme, mais il s'est nettement amélioré. Les améliorations ont été apportées de façon régulière par rapport à 20 ans maintenant. Donc vous voyez qu'on a 20 ans au moins de différence par rapport à un pays qui est voisin. L'Urquhart, vraiment, tout est la rapidité du remplissage et du cochage le rend vraiment très facile à utiliser. Il faudrait juste s'identifier tout d'abord quel est le médecin qui va prendre en charge et son grade aussi, compléter au fur et à mesure au triage les antécédents et du patient et les traitements en cours. Bien sûr, vérifier les coordonnées du médecin traitant pour qu'il y ait ensuite, on lui adresse, ce médecin traitant, un compte-rendu d'hospitalisation via, bien sûr, l'informatisation. Sur toute la panoplie, il y a toujours des boutons pour aller ailleurs. L'examen clinique, les prescriptions, la vie spécialisée. Tout est situé, il y a toujours des touches sur lesquelles on n'est pas obligé d'aller de page en page pour aller d'une partie à une autre. La demande d'examen complémentaire, par exemple. Vous voyez que les examens complémentaires sur la biochimie ou les explorations en hématologie, en bactériologie, toute la biologie est vraiment, il suffit d'un clic pour que ça soit demandé. La radiologie qui est en bas et enfin le scanner ou autre examen complémentaire. ECG, analyse d'ECG aussi, l'analyse d'ECG doit être répertoriée surtout. Et la demande d'avis spécialisé d'une autre spécialité à part des urgentistes, à chaque fois où on demande un avis, tout d'abord il y a l'heure de la demande et systématiquement ça bip chez la spécialité concernée pour savoir qu'il a un avis à donner aux urgences. La surveillance aussi, pour surveiller, il suffit de choisir quel est l'élément de surveillance, les paramètres à surveiller, les paramètres vitaux, la surveillance du peak flow par exemple pour un asthmatique, la surveillance du dextro, de la diurèse, et il suffit de cliquer dessus et après à quel rythme vous voulez que ça soit demandé. Et ça c'est la collecte des données. Par la suite, le chef de service, chaque semaine, il a un compte-rendu analytique. Et c'est ça qui est intéressant dans l'outil informatique. Il a un outil informatique chaque journée avec les différents timings. Et il a ces différents graphiques. Par exemple, les différents indicateurs qui est le délai de prise en charge initial qui est en bleu, la durée moyenne de passage qui est en rouge,
la durée moyenne de passage, et surtout, vous avez le nombre de passants, 220 malades, 234 malades. Donc c'est étudié en fonction même du nombre de passages, cette durée moyenne. Et ça permet à celui qui regarde cette plaque de réorganiser lorsqu'il trouve par exemple une anomalie ici à 5h22 ou 5h33, alors que le nombre de malades était de 222 par rapport à ici. Et il y a un problème. Peut-être qu'il y a un problème dans l'équipe, peut-être qu'il y avait un problème dans le téléphone, donc il doit chercher, et cette analyse nous permet d'identifier nos problèmes. Même chose, la durée de séjour en fonction de circuit, on prend chaque circuit, le circuit court, le circuit normal, ou les circuits SOV, le circuit SOV, ça veut dire le circuit de chocage, et on a la moyenne générale. On a la moyenne générale et chaque circuit, comment il est. On voit très bien que ici, par exemple, pour le circuit SOV, il y avait un problème. Ça a passé à 7h16. Il doit enquêter pour savoir pourquoi il y a eu autant de retard dans cette durée. Et c'est ça des indicateurs de qualité qui vont nous permettre de s'améliorer. Décomposition des délais aussi, il peut faire même une décomposition des délais. Ça, c'était le circuit court. Pour le circuit court, il y a le circuit court délai de départ. Le circuit court en rouge, durée de décision médicale, au bout de combien de temps le médecin a pris une décision, et le circuit court de prise en charge médicale qui est en bleu. Donc vous voyez que on peut décortiquer parfaitement les différents délais et les différents indicateurs. C'est ça l'intérêt. Il suffit pas d'avoir seulement les données, c'est l'étude analytique qui a vraiment un grand apport. Je passe maintenant, nous, en Tunisie, notre histoire avec le DMI, elle a commencé en 2007. Lorsque on était à Monastir, on a voulu faire un petit programme tout simple pour collecter certaines datas. Et je vous assure que personnellement, je suis allé au moins une dizaine de fois au CIMSP pour essayer de programmer ce fameux DMI. Et au bout d'une année, il a été rangé dans un placard et on n'en parle plus parce que le chef, il n'a pas voulu que ça soit mis seulement aux urgences de Monastir. Il y a eu la révolution, tout le monde a commencé à parler du programme du DMI, et là, hop, on a repris ce travail qu'on a réalisé, et ensuite, on est venu nous voir, ça fait longtemps que vous voulez le DMI, le voilà. Et ils ont utilisé notre DMI qui était spécifique pour les urgences et qui voulait installer dans différents services, en neuro, en cardiologie. Qu'est-ce qu'ils vont faire, la neurologie ou la cardiologie, avec un score de triage? Ils n'ont pas besoin. Et c'est pour ça qu'il faudrait spécifier pour chaque spécialité. Là, on a fait une petite approche, ça fait une année maintenant, avec des bénévoles, des gens informaticiens qui sont sortis de l'Institut supérieur d'informatique, et on a créé notre propre programme, et je vais vous juste le montrer rapidement. Donc, dès que vous rentrez, après l'identification, et chacun est identifié, quelle que soit bien sûr sa position dans le service, et vous avez le défilement qui est à gauche. Ça commence par la liste des patients, ensuite triage, examens médicaux, traitement, surveillance, procédure infirmier, avis d'une autre spécialité, l'orientation du malade, le nombre des utilisateurs qui étaient dans ce jour-là, et après un aspect analytique. Et là, quand vous voulez rajouter un malade, il suffit de mettre son nom, son prénom, son numéro de téléphone, la date de naissance, donc juste l'inscription rapide, et ensuite il suffit d'enregistrer, et vous passez à l'étape suivante, et vous avez au triage le défilement des patients qui arrivent, et bien sûr juste avec leur nomination, il suffit de cliquer sur par exemple le premier, et vous commencez et il vous dit depuis quand ce malade est aux urgences. C'est un indicateur de qualité, il ne faut pas que ça dépasse 10 à 15 minutes entre l'inscription et le triage. Bon, ça c'est un test de 1912, ne craignez pas que c'était réel. Et il suffit de cliquer sur ce malade et on va commencer à faire le tri. Le tri, ça consiste à prendre les constantes vitales, la tension, la fréquence cardiaque, la saturation, et vous voyez qu'ils sont déjà mis, et le type de dossier, est-ce que c'est un dossier traumato ou un dossier normal? Et dès que vous avez rentré les chiffres des constantes vitales, notre score de triage, que je pense que tout le monde connaît,
systématiquement, il vous met à la case, on calcule en d'autres termes, dès que vous mettiez les données, et ça va vous donner la priorité. Par exemple, ici, c'était une priorité 2, parce que son score était à 8 points, si on compte un petit peu. Ou bien, si on rajoute un petit peu les situations particulières, comme la douleur thoracique, par exemple, eh ben, il devient priorité 1, et c'est un malade qui doit être vu immédiatement. Ensuite, on a un listing en fonction de l'orientation des malades, s'ils sont en box, s'ils sont en déchocage, s'ils sont en chest pain unit, par exemple. Et là, le compte-rendu médical, et j'ai pris la plaque de compte-rendu médical de la traumatologie, et vous voyez que les deux bonhommes de face et qui sont là, il suffit de cliquer dessus, et après, on va dessiner les lésions que a le malade. C'est très important pour le certificat médical initial qu'ils vont recevoir le lendemain pour décrire exactement les lésions. Ensuite, le score ISS, par exemple, qui se calcule aussi tout seul, il suffit de faire le choix et de cliquer dessus. Et le procédure infirmier. L'infirmier, lorsque il a une procédure à faire, il suffit de cliquer sur procédure infirmier et il va trouver le listing des malades avec chaque procédure à réaliser. Par exemple, là, il devait réaliser le CG à plusieurs fois à Ben Turquia parce qu'il avait une douleur thoracique. Et ensuite, le CG, il est évalué par le médecin, analysé et il est validé pour qu'il rentre dans le dossier médical. À la fin, l'orientation du malade. Qui a pris cette décision? Où est-ce qu'il est parti, ce malade? Et tout est horodaté. Dès qu'il rentre dans la case, on a l'horaire exact à l'orientation. Et les horaires, vous savez que c'est quelque chose de capital aux urgences. Ça, c'est une analyse, une évaluation analytique. Et vous voyez que les différents indicateurs qu'on peut mettre, n'importe quel indicateur, par exemple, là, c'est le premier indicateur, c'est le temps d'attente moyen entre l'inscription et le triage. Ce chiffre-là, c'est une moyenne. Et vous pouvez faire cette moyenne sur une équipe, sur une journée, sur une semaine. Et c'est très important, cette étude analytique, qui va nous permettre de découvrir les dysfonctionnements. Venons maintenant au CIMSP, au dossier de CIMSP. Et là, réellement, récemment, moi, je suis agréablement surpris parce que il y a une volonté de changer. Et d'ailleurs, je suis allé encore une fois à Silburgi, que j'ai rencontré avant la Révolution, c'est toujours le même, que je remercie beaucoup. Monsieur Burgi, je suis allé lui montrer notre programme. Et je lui ai dit, regardez, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faut rajouter ça, il faut rajouter ça, il faut rajouter ça. Et sincèrement, on a commencé à modifier certaines choses. Ça, c'est pour vous rappeler, je pense que beaucoup le connaissent, le DMI de CMSP. Et il y a en haut les paramètres, diagnostic, acte, bloc opératoire, si bien sûr il est au bloc opératoire, l'organisation, consultation, exploration, système. Et là, c'est ça qui, je pense, nouveau, c'est que le tri, le score du triage, il est calculé aussi systématiquement lorsqu'on fait rentrer les motifs de consultation, tout d'abord, si votre malade a une lettre de liaison, oui ou non, et dès qu'on coche les différents composants du score, hop, le score est calculé immédiatement. Là, il a un score à 44, donc c'est une classe 1, et le malade doit être vu immédiatement, et en général, c'est un malade à voir en déchocage. Et là, à côté, vous avez la répartition des patients par orientation. Où est-ce que vous avez orienté vos patients? Et on peut, par la suite du tri, on oriente notre malade en box d'examen, en déchocage, ou l'unité de douleur thoracique, les différentes orientations. Et par la suite, on a une liste. Lorsque je suis rentré, là, je travaille au box d'examen. J'ai un listing des patients qui sont au box d'examen. Et les couleurs nous montrent ceux qui sont déjà vus par des médecins, et ceux qui restent blancs, ça veut dire que c'est un malade. Et d'ailleurs, il monte toujours en premier pour qu'il soit vu en premier lieu. Et ça nous permet de s'organiser dans la partie, par exemple, box d'examen ou ailleurs. Donc après, il y a juste les antécédents médicaux, les antécédents chirurgicaux, l'examen de chaque système, l'examen du cœur, l'examen neurologique. Par exemple, pour la neuro, l'examen neurologique, ils ont demandé qu'il y ait plus de spécificité. Donc il suffit de cliquer sur détail
de l'examen neurologique et vous avez un examen beaucoup plus détaillé qui est spécifique pour la cardio. Génico aussi, ils ont demandé qu'il y ait une application et nous, on pense que on ne voudrait pas qu'il soit unique, ce dossier. Il faudrait, je pense, spécifier en fonction de la spécialité. Je pense que le dossier des urgences doit être seul et il ne doit pas être la même chose qui est en cardio ou en génico. Dernière chose, les examens complémentaires qu'on peut demander, biologique, radiologique, ECG, écho, TDM. Et là, vous pouvez consulter les examens biologiques, les résultats des examens biologiques, biochimie, microbio, bactériaux, viraux. Il suffit de cliquer et mettre juste l'index de votre malade pour chercher si les examens biologiques sont prêts. J'ai presque fini, je sais, j'ai tardé un petit peu. La conduite médicale, quelle conduite médicale et quel traitement on a donné. Et là, quelque chose de magnifique qui a été réalisé, c'est une feuille de surveillance, carrément une feuille de prescription. Une feuille de prescription avec les perfusions au haut, le pouce seringue, IV, sous-cutané, par quelle voie ils ont été donnés ces médicaments, chaque médicament, à quelle heure c'est donné. Et deuxième chose, c'est la feuille de surveillance ici, la tension artérielle systolique, la fréquence cardiaque, et bien sûr, il faudrait mentionner à quel horaire vous voulez demander cette feuille de surveillance. D'ailleurs, on peut connecter même le scope à l'application et les paramètres vitaux sont immédiatement emmagasinés, on n'est pas obligé de les inscrire nous-mêmes. Conclusion de sortie, l'évolution du malade, et on peut donner, si on va donner un rendez-vous pour le malade à une consultation précise, donc il faudrait la préciser et lui donner le papier après l'imprimer. Je termine par la partie analytique ici, et malheureusement ici, dans notre programme de CIMSP, la partie analytique n'est pas encore parfaite. Mais quand même, il y a des choses. On peut analyser, par exemple, la consommation en dispositifs médicaux. Combien on a consommé dans telle période pour tel malade. Deuxième chose, on peut évaluer le coût. Le coût en KC et le coût en KE et le coût de chaque pathologie, on peut l'évaluer grâce à cette rubrique. Et on peut voir même un indicateur des ordonnances, les ordonnances des patients qui sont hospitalisés ou les patients qui sont sortis à domicile, juste par rubrique. Il faut développer encore et c'est ce qu'on est en train de travailler maintenant, c'est les indicateurs de timing notamment, qui sont très importants pour nous aux urgences. Qu'est-ce qui reste à faire? Je conclus. Améliorer cette application, et d'ailleurs il y a un projet de financement que l'application, elle va changer de système, elle n'est plus sur le système Oracle, elle va être sur un système web beaucoup plus convivial et on peut facilement changer que le système qui est en train d'être utilisé. Améliorer l'aspect analytique, j'ai beaucoup insisté dessus. Légiférer la numérisation du dossier médical, ça il reste aussi, la signature électronique. Le volet de communication est un outil pour améliorer la gouvernance et améliorer l'organisation. Le volet formation aussi, c'est capital de l'utilisation et la formation des formateurs sur le site, c'est important. Accompagner et apporter des réponses rapides aux questions et problématiques et faciliter et accélérer le déploiement du DMI et harmoniser entre les différentes structures. Voilà, je pense conclure, l'informatisation du dossier médical est possible. Je pense, j'y crois moi, et maintenant de plus en plus, utile pour améliorer la continuité des soins et la sécurité des soins. Le DMP ou DMI en améliorera la disponibilité. Il reste un certain nombre de problèmes liés à l'identification, au droit d'accès, qui a accès à telle chose, qu'est-ce qu'on va partager aussi entre les différents services, et un grand vide juridique aussi qu'il faudrait combler. Je vous remercie. Y a-t-il des questions? J'aurais une petite question qui s'adresse à Dr Boukef et Dr Grissa. Lorsque vous avez parlé de tout ce qui est informatique médicale et télémédecine, il y a un volet, comment vous voyez l'avenir des choses au niveau académique, c'est-à-dire la formation maintenant des étudiants en médecine et l'intégration de la faculté de médecine dans un cursus pédagogique et intégrer la télémédecine et l'informatique médicale dans l'enseignement de médecine. Parce que maintenant, c'est l'avenir de la santé.
Je pense que déjà dans le collège, on a réellement discuté, et c'est Semir est derrière ça, de préparer des modules pour les résidents. On parle des modules pour les résidents que les résidents doivent passer chaque année, et ceci via Internet, qui doivent être réellement validés avant l'obtention de la spécialité. Les différents modules, on est dessus, mais ça nous prend un temps important. Mais maintenant, sur le plan académique, au niveau de la faculté, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. C'est sûr, au niveau de DCEM1 ou DCEM2, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Une autre question. D'autres questions? Ma question, c'est est-ce qu'un infirmier, lorsqu'il va s'enregistrer ou il va se loguer dans... C'est bon. Si un infirmier il va faire sa surveillance, est-ce qu'il aura la même interface qu'un médecin va voir ou non? Non. Même pour les médecins, il y a des degrés. Il y a des degrés d'accessibilité. On ne peut pas accès à tout. L'infirmier, il a seulement à avoir un résumé du dossier et à sa partie, bien sûr. Et même si vous voulez changer quelque chose de ce qui est écrit, vous aurez toujours les deux versions. C'est-à-dire, vous aurez la première version et la deuxième version pour qu'il y ait toujours, bien sûr, il y a une traçabilité. D'accord. Et ma deuxième question, c'est juste, est-ce qu'on peut ajouter une cartographie pour le dossier médical d'urgence? Pour un patient d'urgence, comme un tableau de bord, on va savoir combien de ça a été fait. Je l'ai pas mis, ça a été fait. C'est ce que le Bourgi a fait récemment. Ça veut dire que vous avez, en fonction de la localisation, c'est vrai que c'est pas une cartographie visuelle, mais tu as les différentes unités et dans chaque unité, combien de malades tu as. Et je pense que c'est quelque chose de très bien, ça. Bien. Merci. Une question. Juste par rapport à l'interfaçage avec les laboratoires, est-ce que ça va se résoudre alors, il y a une grande, bientôt il y a un grand combat, en tout cas, sur ça. Sincèrement, l'application du CIMSP pour les laboratoires, elle s'est nettement améliorée. Elle s'est rapprochée des applications qui existent actuellement en privé. Par exemple, moi, je prends l'exemple à Saloul. À Saloul, ça fait des années que le laboratoire de biochimie travaille avec une application privée. Et aujourd'hui, le fait de changer sur le CIMSP, il a du mal, notre chef de service, de se convaincre, mais on essaye. On essaye parce que l'interfaçage, il est difficile avec une autre application. D'accord. Une deuxième question, juste par rapport aux nouveautés. Il n'est pas difficile, Rao. C'est le CIMSP qui ne veut pas ça. Voilà. Ouais. Une deuxième question, juste par rapport aux nouveautés sur le DMI donc du ministère. Est-ce qu'il demande toujours un billet de salle pour que ça soit fait, le triage et tout, comme ça existe là maintenant? Non, avec son numéro de soin. Voilà, avec son numéro de soin. D'ailleurs, si vous avez vu à une première plaque, vous avez un listing de tous les patients et vous avez juste le numéro de soin et s'il a réglé sa facture, notamment est-ce qu'il a payé ou non. Et après, à la fin, vous avez le score du tri. Donc, il y a un récapitulatif de tous les patients et la couleur change s'ils ont été triés, oui ou non. Docteur. Oui. Docteur Riyad, je vous félicite pour votre application. Comme vous savez, on ne veut pas l'utiliser. Hein. Oui. Parce que, vous savez, j'ai eu des soucis, comme elle vient de le dire, sur l'interface. Elle est prête, mais j'ai un blocage terrible parce que je dois refaire le même travail de l'inscription alors qu'il existe, alors qu'il suffit de faire l'interface avec le laboratoire et avec l'inscription pour que ça me diminue nettement le travail. En fait, le problème dans tout projet informatique en Tunisie, que ce soit dans le médical ou bien dans d'autres projets, c'est le business model, c'est-à-dire il faut du financement pour faire ces projets. Donc le problème de comment on peut résoudre et arriver à faire ce genre d'application, donc il faut affiner le business model, c'est-à-dire vous avez fait ce qu'on appelle un projet qui entre les médecins, donc qui est professionnel. On peut affiner ça, par exemple, on peut rajouter une interface pour le patient, comme ça le patient il va savoir combien il reste de temps pour arriver aux urgences, comme ça elle sera payante, elle va faire revenir de l'argent pour votre projet. On peut rajouter un service de ce qu'on appelle e-ordonnance, c'est-à-dire le patient, il va avec les pharmaciens, il va donc aller à la pharmacie directement prendre ses médicaments sans ordonnance, c'est-à-dire sans lui délivrer une ordonnance. Il y a d'autres services
faut peut-être raffiner le business model. Comment rendre cette application rentable pour qu'on puisse la faire, et puis c'est la pérennité en fin de compte de l'application, tout projet informatique. Et puis peut-être parfois il faut pas, donc l'État donc il n'a pas d'argent pour développer ce genre de choses, et peut-être parfois il faut donc faire intervenir de partenaires. Il y aura des partenaires donc pour aider donc au développement de ces projets. Donc juste c'est ce que je vous dis, c'est le business model de l'application. Il faut bien l'affiner avec des gens experts. Il y en a des sociétés experts en Tunisie. Donc il y a c'est-à-dire il faut une réunion entre les médecins, les experts comptables, les avocats et tout pour ان شاء الله احنا رياض ان شاء الله نعملوا لو بازيك ومن بعد ذلك اللي تحكي عليها. Merci, on arrive à la fin de cette séance, dommage, mais je remercie tous les orateurs ainsi que les présents qui ont beaucoup de courage pour ne pas rejoindre le déjeuner encore, et bonne continuation pour le reste du congrès.